Tout juste 8h33 sur RMC BFM TV. Mon invité ce matin dans le Face à Face, c'est Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Alors un mot d'abord sur ce Technival, un festival de musique techno organisé dans l'Indre. Jusqu'à 30 000 personnes attendues sur un terrain privé, malgré tous les arrêtés d'interdiction pris pour dissuader les festivaliers. 200 gendarmes sont mobilisés. Mais les participants ne seront pas délogés pour des raisons de sécurité, dit le préfet. Précisons que pour l'instant, tout se passe bien. Est-ce que l'État aurait dû réagir différemment ? Oui, mais c'est une fois de plus la démonstration d'une faillite de l'État. Mais c'est le même syndrome face au campement des gens du voyage. C'est le même syndrome face à l'incapacité à démanteler les campements insalubres à Mayotte. On voit bien qu'à chaque fois, en fait, sur des sujets qui le gouvernement. Pas exactement les mêmes. Oui, mais c'est la même logique. Oui, enfin, avec des conséquences qui peuvent être des conséquences réelles, puisqu'on sait que dans ces festivals, il y a de la drogue, il y a beaucoup d'alcool. J'imagine que le champ de cet agriculteur à qui on n'a pas demandé son avis sera littéralement saccagé. Donc j'espère au moins qu'il sera accompagné pour la remise en état. Donc c'est vrai qu'il y a un côté désespérant, en fait, à force de ne pas faire de vagues, à force de vouloir éviter évidemment tout risque de débordement, de ne pas avoir pris tout de suite les dispositions pour empêcher ne serait-ce que le montage technique finalement de ce matériel, parce que c'est quand même un matériel considérable qui est arrivé par les routes, qui a été installé. Là, on aurait pu imaginer une réaction en amont. En l'espèce, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont été pris d'interdiction. Vous parlez de faillite de l'État. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment pour éviter ces jusqu'à 30 000 tuffers, comme on les appelle, viennent dans l'Indre? Il aurait fallu empêcher le montage du matériel. Mais pour ça, il aurait fallu que des forces de police ou de gendarmerie soient sur place et tout de suite réagissent. Parce que le problème, c'est qu'une fois que vous avez massivement l'arrivée de personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez des risques de débordement. Et comme cet on est État, d'accord qu'une fois qu'ils sont là, on peut plus les déloger. Oui, mais le problème, c'est que cet État est tétanisé à l'idée d'aller au contact et de faire respecter la loi parce qu'ils ont peur qu'il y ait des débordements ou des tensions. On se retrouve finalement avec chaque fois ceux qui violent la loi qui gagnent face à l'autorité de l'État. Et ça envoie quand même un signal absolument désastreux. Toujours sur cette question d'autorité de l'État, Marion Maréchal, à Annecy, une enquête a été ouverte après un défilé non autorisé d'une quarantaine de militants d'extrême droite. Pour ceux qui nous écoutent, on y voyait notamment des manifestants, pour certains cagoulés, avec des flambeaux, des drapeaux français savoyards, scandant des slogans d'ultra-droite, par exemple jeunesse, Europe, révolution. Est-ce qu'elles vous ont choqué, ces images à Annecy ? Indéniablement, les images sont désagréables, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, j'ai regardé. Non, mais j'ai regardé de près. Je vais vous dire, j'ai vu donc une quarantaine. Rendez-vous chez le dentiste, c'est désagréable. Non, mais je veux dire, évidemment qu'elles sont choquantes, ridicules. Je trouve je n'ai aucune sympathie pour ces gens et je les trouve ridicules par ailleurs. Donc voilà. Pourquoi ridicule ? Maintenant, on parle d'une quarantaine de personnes qui ont défilé une trentaine de minutes. Il va y avoir une enquête parce qu'en effet, la manifestation n'a pas été autorisée, donc la justice suivra son cours. Je vous le dis franchement, je ne vais pas pour autant participer à la mascarade à laquelle j'assiste depuis 10 jours de la part du gouvernement et de la gauche qui essaie de nous expliquer que la principale menace dans ce pays, c'est une pseudo-menace fasciste ou d'ultra-droite. Voilà. Alors que dans la même semaine... que dans la même semaine, en parallèle de cet événement, vous avez une femme handicapée de 83 ans qui s'est fait cambrioler et violer par 2 migrants clandestins, que vous avez une fusillade à Nantes, que vous avez un cimetière juif et chrétien qui a été profané, que vous avez des jeunes à Nice qui ont été lynchés par plusieurs personnes à coups de sale français et de sale blanc. Alors je considère que l'un n'empêche pas l'autre. Là, en l'espèce, je vous interroge sur ce qui représente une forme de menace de gens qui sortent des slogans. Tous les sujets dont vous balayez ça tout à fait d'un revers de main. Oui, parce que je considère qu'aujourd'hui la menace structurelle et la menace centrale, elle est davantage du côté des événements dont je viens de vous parler, dont personne ne parle évidemment dans la presse, dont personne, semble-t-il, ne s'offusque comme on devrait s'offusquer. On parle d'Annecy. Je vais vous dire, moi je pense que le vrai sujet pour la population à Annecy, ce sont les 183 000 crimes et délits qu'il y a eu en 2022 dans cette ville. Il y a eu plus 17% d'augmentation de coups et blessures sur un an, plus 16% d'augmentation de l'insécurité en général. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu une telle mobilisation, y compris d'ailleurs de la vie politique locale, face à ces victimes et face à ces phénomènes. Donc j'ai le sentiment quand même, je vous le dis sincèrement, qu'on fait de 40 mythos débiles le grand phénomène, la grande menace sur nos sociétés. Je vous le dis franchement, moi je participerai pas à cette mascarade. Il y a quelque chose qui me frappe quand je vous écoute ce matin. Au fond, vous faites un peu comme Jean-Luc Mélenchon. Quand on interroge Jean-Luc Mélenchon sur les violences d'extrême gauche, les Black Blocs, il dit mais le seul sujet c'est les violences d'ultra-droite. Donc en fait, vous faites exactement la même chose à l'inverse. Non, je vous permets pas du tout de faire un parallèle parce que Jean-Luc Mélenchon vous dites au fond c'est ridicule, c'est des mythos, ils sont 40, le vrai sujet c'est l'immigration. Non, il y a une grande différence, excusez-moi, avec l'extrême gauche. La NUPES a passé son temps à ou défendre ou refuser de condamner
les violences qu'on a vues aux différentes manifestations, voire même justifier la violence politique. Je le rappelle, puisqu'ils invitent notamment dans leur école de formation des intellectuels, notamment un intellectuel suédois, qui lui justifie la violence politique comme une nécessité pour faire avancer la cause. Il n'y a aucun militant du Parti Reconquête qui participe à ce type de manifestation. Pardon de vous dire qu'aujourd'hui, la seule menace politique et la seule violence politique qui existe dans ce pays, qui soit réelle, qui soit structurelle, qui soit régulière, systématique et dangereuse, jusqu'à ce qu'on puisse voir des tentatives de meurtre sur des policiers, c'est une violence d'extrême gauche. Et la seule classe politique qui ne la condamne pas... Il y a des tentatives d'assassinat, il y a même un complot qui a été déjoué contre Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui vont passer par la tour d'Assises qui viennent d'extrême droite. Qui fait preuve de complaisance, c'est la NUPES. Voilà. Moi, je n'ai aucune espèce de sympathie pour qu'une quelconque violence politique qu'elle soit. Je l'ai systématiquement condamnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc les choses sont très claires, il n'y a pas de parallèle possible. Je vous dis juste, une fois de plus, j'y reviens, je vous dis juste que je considère qu'il y a une forme d'instrumentalisation à faire d'un événement certes déplorable, condamnable et qui aura une suite. Il n'y a aucun militant du Parti Reconquête qui sont parfois dans la rue dans ce type de manifestation. Mais Reconquête n'a strictement rien à voir avec ces groupes. Et évidemment, nous n'avons aucune sympathie pour eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré tout, il y a ce qui s'est passé à Annecy. On avait vu aussi à Paris, rassemblement de l'Action française, bien sûr, ce qui s'était passé le 6 mai. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il soit plus visible qu'il n'était? Est-ce qu'il y a une forme de désinhibition de ces groupes d'ultra-droite? On voit bien qu'ils sont plus présents qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques mois dans les rues de France. Une fois de plus, je pense qu'il y a quand même, pardonnez-moi, mais une forme d'instrumentalisation de ces phénomènes. Il y a des groupes qui existent, de quelques centaines de personnes indéniablement, qui doivent être bien sûr surveillés si tant est qu'ils puissent être dangereux, dont les violences éventuelles doivent être empêchées, bien évidemment sans aucune complaisance, mais il y a, semble-t-il, une fois de plus, un détournement du sujet. Donc la menace d'ultra... J'aimerais comprendre ce que vous dites. La menace d'ultra-droite n'existe pas. Continue d'exister dans ce pays de manière structurelle et d'un point de vue statistique, c'est la violence d'extrême gauche. Je pense que tous les Français en ont conscience et en ont vu des exemples récemment, que ce soit sur les dégradations de mobilier urbain, les agressions des forces de l'ordre, les risques de décès suite à des incendies sur des personnes. Quand Gérald Darmanin dit que la menace terroriste d'extrême droite est réelle dans ce pays. Je vais vous dire, je pense que c'est une tentative de détournement, voilà, des sujets, exactement comme sur la question de l'immigration et sur la question des répartitions des migrants dans les campagnes, où on a en effet ce pauvre maire, en l'occurrence, qui a été victime de façon scandaleuse et lamentable, disons-le, de cet incendie dont on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais enfin voilà, et qui, à travers cet événement, tente de culpabiliser l'opinion, tente de bâillonner les oppositions, tente de détourner le sujet en faisant un lien entre la violence politique et le fait de s'opposer au fait qu'il y a aujourd'hui, rappelons-le quand même, 2000 migrants qui quittent chaque jour l'Île-de-France et qui sont envoyés dans les campagnes françaises. On va en parler dans un instant, mais est-ce qu'au fond, vos idées, la candidature d'Éric Zemmour, n'ont pas contribué à désinhiber ce type de mouvement-là? Non, pas du tout, pas du tout. Et vous voyez, la question que vous posez, elle est absolument révélatrice de ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de faire un lien entre des groupes qui n'ont rien à voir et qui ont des pratiques que tout le monde condamne, d'ailleurs, nous compris, sans aucune ambiguïté, et le fait de mener un combat politique. Dans les idées, sur les sujets migratoires, un combat politique peut y avoir des convergences dans les idées. En toute légalité. Nous, chaque fois qu'on s'est opposé, y compris à la répartition des migrants dans les campagnes, ça a été dans le cadre légal, en faisant des lettres aux habitants, dans des manifestations déclarées. Donc il n'y a absolument rien de comparable. Et une fois de plus, je n'irai pas dans le sens de ce lien, parce que je crois qu'il y a un vrai sujet pour ces populations des campagnes qui attendent de l'État des services publics, qui attendent des transports, qui attendent des routes, qui attendent des infrastructures, qui attendent de redresser l'industrie et l'agriculture, mais certainement pas qu'on envoie de l'immigration pour soi-disant compenser ces difficultés. Une toute dernière question sur ce sujet. On sent ces derniers jours une forme de malaise au Rassemblement national sur la question de la proximité entre Marine Le Pen, le RN et certains anciens militants du GUD. Le GUD, c'est un groupe d'extrême droite violent. Frédéric Chatillon, Axel Lousteau qui était à la manifestation du 6 mai. Votre tante veut donner l'impression de vouloir, s'éloigner de ces gens-là. C'est sincère ou c'est une stratégie? Si vous voulez interroger Marine Le Pen sur ce sujet, vous interrogerez Marine Le Pen sur ce sujet. Vous connaissez bien les coulisses, vous connaissez les amitiés entre les uns et les autres. C'est pas moi qui vais commencer à commenter, si vous voulez, les relations des uns et des autres. Voilà, vous savez ce qu'il en est. Ils sont proches ou pas? Vous interrogerez le Rassemblement national. Quand elle dit c'est pas des proches, est-ce qu'elle a raison? Je ne vous répondrai pas là-dessus. Voilà, je vous le dis franchement, moi je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans la situation de devoir commenter les relations ou les amitiés ou les non-amitiés du Rassemblement national. Moi je vous réponds sur le fond politique. Et c'est tout. Ces mouvements d'extrême droite, Marion Maréchal, justement, pour certains, faisaient partie de ceux qui manifestaient contre l'installation du centre
Pour demandeurs d'asile à Saint-Brévin, vous en parliez il y a un instant, Reconquête, votre parti politique, était un acteur central de la contestation avant de se désolidariser de ces rassemblements. Compte tenu... Oui. Ce que vous oubliez quand même de dire, c'est que en fait, l'immense majorité de la population était contre l'installation de ces migrants. Non, mais parce que l'immense majorité, il n'y a pas de sondage. Non, mais parce que vous parlez de. D'ailleurs, même le maire en question, donc qui a été victime de l'incendie, avait expliqué à l'époque qu'il refusait de faire un référendum parce que vraisemblablement la population dirait non. Voilà. Enfin, il n'y a pas de sondage, il y a aussi des habitants de la ville qui ont regretté la démission du maire. Non, mais le problème, si vous voulez, de la manière dont vous amenez les choses, c'est qu'on a le sentiment que cette volonté de refuser la répartition des migrants est l'affaire de quelques individus fous furieux, infréquentables. Le sujet, de la semaine a été la question des violences à l'égard des élus et de la violence politique. Et donc la question vous réduisez l'opposition à eux. Je vous dis que l'immense majorité des Français, même, parce qu'il y a eu des sondages pour le coup qui ont été faits sur l'immigration, des Français qui veulent, qui refusent la répartition des migrants, qui veulent plus de régulation de l'immigration, plus de contrôle. Et qui veulent davantage d'expulsion des délinquants étrangers. Et ça, tous les sondages le montrent. Il s'agissait d'un transfert. Il y avait déjà un centre pour demandeurs d'asile. Juste ma question. Quand vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire incendie de son domicile, démission du maire qui a été confirmée cette semaine, est-ce que vous vous dites on a contribué à ce climat de violence politique qui a abouti à ce que le maire soit obligé de partir? Vous en sortez pas. Donc c'était moi que vous mettez sur le banc de l'accusation. Non, pas du tout. Je vous pose la question. Je me fais le porte-voix des Français qui refusent l'immigration dans ce pays. À ces manifestations. Voilà. Je vous le dis, je ne supporte pas cette accusation indirecte. Je la trouve odieuse et je vais vous répondre sur le fond politique. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il y a une déconnexion entre le monde politique sur ce sujet et l'attente des Français. Je vous l'ai dit, il y a eu très nombreux sondages. On pourrait parler du sondage du CSA qui avait eu il y a quelques mois, qui expliquait qu'il y avait 82% des Français qui étaient pour l'expulsion systématique des délinquants clandestins ou étrangers. Et pourtant, on voit bien que le gouvernement n'arrive pas à mettre ce sujet sur la table parce qu'il n'a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée pour le faire, parce qu'évidemment, la gauche en grande partie, y compris une partie d'ILR, refuse d'avancer sur ce sujet. Et ben moi, je lui donne une solution clé en main qui devrait être simple, c'est de faire un référendum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée, on va chercher une majorité auprès du peuple français. C'est pas le bon outil pour sur les sujets oui, migratoires. C'est jamais le bon outil pour aller directement devant. En plus, il pourrait répondre à cette inquiétude et il trouverait une majorité. Sur le fond, je parle de vos méthodes. Le 30 mars, 8 jours après l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin, un courrier signé Éric Zemmour était distribué dans les boîtes aux lettres des habitants pour continuer d'alerter contre la dissémination de migrants. Ça veut dire que le 22 mars, le domicile du maire de Saint-Brévin est incendié et 8 jours plus tard, vous en tirez quoi comme conclusion? Vous êtes en train de nous accuser, en fait, potentiellement du fait de se poser la question de la responsabilité des politiques d'apaiser un climat qui parfois est très tendu et le fait est que je ne suis pas certain que tout cela ait contribué à apaiser la situation. Donc pour vous, distribuer un tract dans les boîtes aux lettres pour se faire le porte-voix du refus de la population de l'accueil de ces migrants dans les campagnes françaises, c'est une démarche factieuse en fait, si je vous écoute en fait. C'est une démarche illégale. Non, pardonnez-moi, c'est l'exercice classique, habituel de la politique. Peut-être que ça n'apaise pas les tensions. Vous voyez, on s'énerve et du coup ça... Non, il y a le micro fonctionne. Tout va bien. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait du tout de lien de cause à effet, pardonnez-moi. Une fois plus, je refuse cette logique de culpabilité dans laquelle vous nous enfermez. Je la trouve absolument insupportable. Je pense qu'aujourd'hui, les campagnes françaises ont suffisamment de problèmes pour qu'on importe avec elles, en plus, les risques que porte une immigration qu'on a du mal à intégrer sur le plan professionnel, qui peut apporter avec elle une part de délinquance, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le ministre de l'Intérieur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui lui-même a admis à plusieurs reprises qu'il y avait un lien entre délinquance et immigration et qui n'en tire aucune espèce de conclusion. Voilà. Et une fois de plus, j'y reviens, quand je vois ce genre de sujet, pardonnez-moi, j'aurais préféré qu'on parle pendant un quart d'heure du fait qu'une femme de 83 ans, je m'arrête là-dessus parce qu'on a l'impression que ça n'offusque plus personne. Pas du tout. Une femme de 83 ans, handicapée, a été violée par un migrant clandestin qui était sous OQTF. Voilà. Et ça, la faillite de l'État, pardon, elle est là. Et donc juste d'un mot, j'en termine par là. Vous allez continuer cette méthode consistant dans les villes et villages où il y a des centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui sont susceptibles d'être installés, d'aller faire de l'agit-prop. Par exemple, il y a une mairie dans l'Indre, la ville de Bélabre, 1000 habitants. Le maire Laurent Laroche dit qu'un responsable local de Reconquête est venu invectiver son épouse devant chez lui. Vous allez continuer tout ça. On va continuer de s'opposer dans le cadre des institutions et dans le cadre légal. Ça s'appelle la démocratie. Figurez-vous, dans un état de droit, on a le droit de manifester paisiblement, on a le droit de faire des tracts, on a le droit d'alerter la population. Voilà, paisiblement, quand on va devant le domicile d'un maire pour invectiver sa femme, je suis pas au courant de cette affaire en particulier. Voilà, donc on recoupera après les informations s'il faut. C'est lui qui dit c'est le maire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait de manière parfaitement apaisée et légale. Et une fois de plus, je vais vous dire, c'est même pas seulement un droit, c'est un devoir. Parce que si nous le faisons pas, qui va le faire ?
Parce que la réalité, c'est qu'avec les méthodes que vous utilisez, c'est que même le Rassemblement national n'ose plus le faire. Précisément parce que, et c'est la teneur de cette interview aujourd'hui, c'est la teneur de ce que fait le gouvernement depuis 10 jours, vous créez un lien de culpabilité entre les 10 zozos potentiellement violents et le fait de s'opposer à l'immigration. Et la conséquence, c'est quoi? Mais ça marche très bien, hein, ça marche très bien. D'ailleurs, la droite se couche systématiquement, les LR depuis longtemps, et le Rassemblement national a aussi manifestement un certain malaise là-dessus. Comment dire, se sent coupable. Voilà, moi je vous le dis, à Reconquête, nous refusons cela et nous ne participerons pas à cette mascarade. Une fois de plus, les vrais sujets dans ce pays, ils sont pas là, pardonnez-moi. Marion Maréchal, vous évoquiez la droite. Il y a la droite d'hier et peut-être de demain. D'hier d'abord, dans les colonnes du Figaro ce matin, Nicolas Sarkozy continue de clamer son innocence et charge ses juges accusés d'avoir, je cite, foulé aux pieds les principes essentiels de notre démocratie. Est-ce qu'un ancien président peut parler comme ça de l'institution judiciaire ? En l'occurrence, je pense que oui, il y a de fait dans cette affaire des choses extrêmement inquiétantes. On parle beaucoup de l'état de droit et du respect de l'état de droit. Il y a un développement des droits fondamentaux qui ont été violés dans cette affaire. Qu'on regarde qu'il s'agisse de la garantie de l'impartialité du juge, je rappelle quand même qu'il a été condamné par un juge qui avait publiquement pris parti contre sa politique à l'époque, ne serait-ce sur la suppression du juge d'instruction, voilà, c'était sous son quinquennat. Exactement. Donc il aurait fallu quand même, par prudence, que ce juge se déporte, ce qui n'a pas été le cas. Et la deuxième chose, c'est une fois de plus les écoutes qui ont été utilisées entre un client et son avocat. Je vous le dis, moi je trouve ça extrêmement inquiétant qu'il s'agisse d'ailleurs qui ont été validées. Oui, pour ce cas-là en particulier, ce qui n'est pas le cas normalement de manière générale. Oui, il y a un débat sur la jurisprudence. Sur on voit bien, et d'ailleurs, j'ose espérer qu'on y reviendra et peut-être le Conseil, la Cour de cassation reviendra dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que c'est un ancien président de la République qu'il doit être jugé différemment du citoyen lambda. Et là, il me semble qu'il y a quand même une forme d'acharnement très agréable qui est probablement liée, je vous le dis franchement, au fait que nous avons quand même une partie de notre justice qui est politisée dans ce pays. Et on le voit avec le syndicat de la magistrature notamment, qui à plusieurs reprises a fait la démonstration de son engagement dans le débat politique. Je vous rappelle quand même qu'à Mayotte, puisqu'on parlait de ce sujet, le syndicat de la magistrature a envoyé un mail à ses adhérents juges quelques jours après l'annonce du ministre de l'Intérieur d'aller démanteler donc ces fameux camps illégaux et de renvoyer les immigrés, en passant une consigne politique et en disant ne soyez pas les idiots utiles de cette politique qui viole les droits humains et tout. Donc on est face à des phénomènes quand même très inquiétants. Dans cette interview au Figaro, Nicolas Sarkozy continue à considérer que la solution pour la droite, pour les LR, c'est de s'allier d'une façon ou d'une autre avec Emmanuel Macron. Ça fait plutôt vos affaires, ça, qu'il lance cet appel-là. En tout cas, c'est pas nouveau, puisqu'en l'occurrence, Nicolas Sarkozy, en effet, l'avait dit par un combat. Il a même soutenu Emmanuel Macron. Donc, il est dans la même logique aujourd'hui, Laurent Wauquiez, qui a fait une interview qui, me semble-t-il, ces derniers jours, va dans le même sens, où pendant le tiers de l'interview, il défend peu ou prou le bilan d'Emmanuel Macron en expliquant que tout n'a pas été si mal. Ah, vous considérez que c'est intéressant, là, arrêtons-nous là-dessus une seconde. Donc, effectivement, Laurent Wauquiez qui fait une interview dans Le Point, vous considérez qu'il est trop de mansuétude à l'égard du président de la République? Je pense clairement qu'il veut s'inscrire aujourd'hui dans l'héritage comme l'héritier ou le remplaçant, si je puis dire, d'Emmanuel Macron, l'un des remplaçants, parce qu'il y a beaucoup de candidats. Et en cela, d'ailleurs, la droite française, en tout cas, fait preuve d'une singularité particulière, parce que partout en Europe, on voit des trajectoires de coalition des droites, et nous, on continue d'avoir cette fausse droite LR qui, elle, veut courir en permanence vers le centre et vers la gauche. Laurent Wauquiez en fait la démonstration à ce moment-là. Nicolas Sarkozy appelait également cela de ses vœux. Pardon, mais si on lit l'interview au Point, il propose la suppression de quasiment toutes les autorités administratives indépendantes, l'ARCOM, la CNIL. Oh là, il s'en prend aussi aux cours suprêmes. Le choc bureaucratique. C'est pas exactement une ligne politique de centre-droit. Excusez-moi de vous dire que lutter contre le choc bureaucratique, j'appelle pas ça un grand marqueur de rupture d'une politique de droite. J'appelle ça juste du pragmatisme et du bon sens, et je pense qu'a priori tout le monde sera d'accord. Donc non, je trouve pas qu'il y ait une vision, si vous voulez, qui pour moi tende une fois de plus vers une proposition, une véritable offre de droite. Je vois de nouveau cette volonté de courir vers la gauche et vers le centre pour s'inscrire dans cet espace-là plutôt que d'aller vers une coalition des droites. Et je trouve ça. Donc quand vous lisez cette interview, comment vous dites on pourrait travailler avec Laurent Wauquiez? Je vais vous dire, je vois aussi une autre illustration, une autre preuve de cela, c'est à travers le gouvernement fictif qu'a mis en place Éric Ciotti. Je ne sais pas si vous avez vu. Le shadow cabinet. Oui, il n'y a pas de shadow cabinet à Reconquête. Et dans lequel, peut-être pas suffisamment de ministres potentiels. Mais ça viendra, vous verrez après qu'on ait des députés européens. En l'occurrence, il se trouve que Éric Ciotti a proposé parmi ses ministres fantômes, la moitié sont aujourd'hui proches ou en phase de rapprochement avec le camp d'Emmanuel Macron. Voilà, et on voit bien que la plupart aujourd'hui
des chefs de file de LR, je pense notamment à Rachida Dati et d'autres, plaident pour des alliances avec Emmanuel Macron. Donc moi, ce que je vous dis par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, le seul véritable parti qui propose une véritable offre de droite, c'est Reconquête. Voilà. Donc j'espère que les déçus de LR se tourneront vers nous. Il nous reste 15 secondes. Quand est-ce qu'on saura si vous êtes tête de liste aux européennes? En temps voulu. Et donc, ça sera vraisemblablement vous ou Éric Zemmour a peut-être encore envie d'essayer d'exister à travers cette élection? En temps voulu, une fois de plus. Qu'il qualifiait de présidentielle du pauvre dans ses livres. En temps voulu, une fois de plus, le bureau exécutif se prononcera lorsque nous le souhaiterons pour être le mieux armé possible pour aller vers cette élection qui, j'en suis sûr, va être un moment important pour nous parce qu'il va nous permettre de rentrer dans les instances européennes et de participer, je l'espère, à la grande recomposition des droites européennes à venir. Merci Marion Maréchal. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci beaucoup Benjamin. Dans un instant, le live.